Bonjour Neko. Bonjour. Et surtout, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui le 16 décembre 2022 et vous fêtez vos 86 ans, si je ne me trompe pas. Exactement. Derrière vous, une vie de passionné, de connaisseur, de sport et de grand sport. Mais surtout, vous êtes une des légendes de nos sports équestres. D'après ce qu'on a lu, mais peut-être vous m'arrêterez si j'ai tort, vous commencez l'équitation à 12 ans. Vous gagnez votre premier Grand Prix international en 1956 à Buenos Aires, en Argentine, avant de participer à vos premiers Jeux Olympiques en 1964, où vous terminez 5e en individuel. Ensuite, vous gagnez plus de 200 épreuves internationales. Votre carrière s'étale sur plusieurs décennies et vous permet de vous construire l'un des plus beaux palmarès de l'histoire de l'équitation. Parmi vos grandes performances, Neko, je vais en citer que quelques-unes. Un titre de champion d'Europe en 1966, 7 titres de champion de derby d'Hambourg, 2 victoires à Ekstede, 150 grands prix remportés en Europe, 4 titres de champion de Brésil et 2 fois deuxième de la finale Coupe du Monde de saut d'obstacle en 1984 et 1991. En 1992, aux Jeux Olympiques de Barcelone, vous aviez 56 ans et vous étiez le cavalier le plus âgé, tandis que votre fils, Rodrigo, n'avait lui que 19 ans et était le plus jeune à prendre part à cette compétition. Ensuite, vous avez consacré votre vie à votre fils. Vous créez avec lui le haras de Laligny, ici en Belgique, et vous vous consacrez aussi à l'organisation de compétitions. Neko, vous êtes connu sous le nom du sorcier brésilien. Vous avez contribué immensément au saut d'obstacle international, et vous êtes le père du champion, Rodrigo. Nous n'avons pas la prétention de penser qu'on retracera votre vie entière dans 1 heure d'épisode, mais on a envie de survoler quelques grandes lignes. On va donc vous mettre au travail maintenant, Neko, et pour commencer cette interview, on voudrait vous demander qui vous êtes et pourquoi la communauté équestre internationale vous a prêté ce surnom de sorcier brésilien. Oui, bien. Donc mon père était celui qui m'enthousiasmait à monter à cheval. Au début, je n'aimais pas tellement parce que j'avais un peu peur. Finalement, j'ai perdu la peur. Et après, mon père m'a encouragé beaucoup, m'a acheté beaucoup de bons chevaux, etc. Je viens de Rio et j'étais formé dans ma carrière de débutante à la Sociedade Hípica Brasileira, c'est le club hippique de Rio. C'est un magnifique club. Et donc, j'ai commencé à participer à une épreuve à l'âge de 11 ans, 12 ans. Et il y a 17 ans, j'étais convoqué pour notre équipe nationale, où je suis allé participer à un concours international à Buenos Aires. Et j'ai gagné le Grand Prix à Mar del Plata. Après, j'ai resté incorporé à notre équipe, qui était une équipe militaire. Et il y a 56, on est venu en Europe et on a gagné la Coupe des Nations d'Aix-la-Chapelle. On a retourné la tournée de 1957, on a fait une tournée. Et après, j'ai goûté cette vie de cavalier en voyant Pierre Doriola, Hans-Gunther Winkler, Schockamühl, etc. Et moi, j'ai dit, bon, moi, je veux devenir un de ceux-là. Donc, j'avais le talent, pendant qu'on a tourné en Europe, j'avais des chevaux moyens, je n'avais pas une grande cavalerie parce qu'ils sont tous des chevaux sud-américains. Mais on a fait déjà de bons résultats avec l'équipe. Et mon rêve, c'était de revenir en Europe et y rester. Donc j'ai eu une invitation d'une propriétaire française qui habitait la Suisse, habitait Genève, et qui avait besoin d'une assistance pour faire des concours, etc. Elle s'appelait Madame Arline Givaudan. Et moi, j'ai accepté tout de suite. Donc on a mis les chevaux dans le bateau et on est parti habiter Genève en janvier 61. Et voilà, et jusqu'à aujourd'hui, c'était de concours en concours, d'épreuve en épreuve, etc. Donc, j'ai eu le résultat que j'avais cité. Et après, Rodrigo est venu aux chevaux. De la même manière que moi, il n'était pas au début très mordu et enthousiaste des chevaux.
Même à la maison, il avait des vidéos, des photos, des chevaux, etc. Donc c'est pas parce que j'ai vraiment été concentré et dédié ma vie exclusivement aux chevaux. C'était vraiment la seule activité qui me plaisait et que j'aimais. Donc pendant la saison, je m'occupais des chevaux et pendant les vacances, je m'occupais des chevaux. Donc c'était à 100%, à 110%. Donc, et après, bon, Rodrigo est devenu un grand cavalier et moi j'avais déjà 60-63 ans. Donc je trouvais qu'il n'avait pas la place pour deux personnes. Principalement la difficulté d'avoir des chevaux pour de top class, etc. Comme Rodrigo a 18 ans, 19 ans, j'avais de très bons chevaux dans mon écurie, donc Special Envoy, et après tout de suite est venu Balubé, etc. J'ai dit, bon, on ne peut pas diviser cette écurie, ça sera complètement ridicule. À ce moment-là, j'ai resté à l'extérieur et Rodrigo a pris la leaderance comme le principal cavalier. Et après, il fait une carrière, ces 10 premières années, c'était une carrière incroyable, ce qu'il a pu gagner avec des différents chevaux, etc. Et bon, on a continué à bien suivre, mais après, comme les choses ne durent jamais, donc Rodrigo a grandi, il est marié, il a des enfants, il a diminué un petit peu son activité. Et bon, il est parti habiter aux États-Unis, mais maintenant il a le goût et la possibilité de revenir dans le haut sport avec de très bons chevaux. Et bon, vous savez comme moi, la vie est devenue, a changé beaucoup, on ne peut plus avoir la liberté qu'on avait avant. Maintenant c'est difficile de se déplacer, de voyager, on doit, avec cette Covid, etc., donc je ne sais pas, et tout le reste de la confusion dans le monde, on ne sait pas où est-ce qu'on va arrêter. Donc je restais un tout petit peu plus tranquille, les années sont passées, et j'ai passé un tout petit peu au concours complet, parce que je suis entraîneur de l'équipe australienne de concours complet, ça me plaît beaucoup, parce que c'est encore un sport que les gens pratiquent comme un petit peu dans le temps. Ce n'est pas si vite et si accéléré que le saut d'obstacle. Donc, ça me fait rappeler un petit peu mon début et comment ça a été, etc. Donc là, c'est pas 100% mon activité, mais moi j'essaye d'être de plus en plus avec ce groupe de cavaliers australiens qui sont vraiment des gens de chevaux. Rodrigo s'est installé aux États-Unis définitivement parce qu'il a épousé une Américaine, donc il est bien. Il a trouvé un excellent propriétaire et qui donne toute l'installation qu'il faut et vraiment de très très bons chevaux. Et je pense qu'il va revenir bien dans le haut sport et il est encore à l'âge de pouvoir faire, il a 48 ans. Donc maintenant notre activité, notre vie, c'est un petit peu comme ça. Donc je le suis de loin et bien, et on vit dans les vidéos, avec le plus grand contact et le plus intensif contact possible. Neko, on a parlé de vous avec Rodrigo quand on a eu la chance de l'interviewer, mais aussi avec d'autres cavaliers. Daniel Bluman nous avait beaucoup parlé de vous. Et puis ce week-end à Genève, Pedro Venice. Et avant de vous dire ce qu'ils nous ont raconté à votre sujet, je voudrais déjà vous demander à vous de nous parler de votre personnalité. Je crois savoir que vous avez un sacré caractère. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de vous? Qu'est-ce qui vous a permis, avec votre personnalité, vos qualités, vos traits de caractère, de réussir autant et d'avoir autant de succès que vous ne l'avez eu dans votre vie?
Donc, d'abord, je ne sais pas quoi vient, à quoi j'attribuais le succès que j'ai eu. Il y a deux points importants, c'était mon talent et ma dédication. Ou ma dédication et mon talent, je ne sais pas. Moi, j'ai une liste de choses, pour la formation d'un cavalier. Et je pense que à peu près, j'ai complété ce qui sont 5 points. D'abord le talent, après la dédication, après l'attitude, après les moyens et après le management. Donc ces 5 points, j'ai plus ou moins rempli les points de moyens, pas tout à fait comme je souhaitais. Parce que dans le temps, il y a quelques années, on n'avait plus besoin d'avoir autant de moyens pour une écurie comme maintenant, parce que les chevaux sont devenus vraiment hors de prix. Donc à ce moment-là, dans cette partie de moyens financiers, ou comme vous voulez appeler, c'est de où est venu mon nickname, là, les sorciers. Oui. Parce que je cherchais des chevaux que personne ne voulait. Je cherchais des chevaux âgés, que les gens trouvaient qu'ils n'avaient plus de chance, qui étaient déjà touchés à un âge trop avancé. Et à ce moment-là, j'ai travaillé sur ces chevaux-là, les récupérer, parce que j'adore le contact avec les chevaux, j'adore soigner les chevaux. Je ne sais pas si je souhaitais être un entraîneur de course ou être quelqu'un qui ne soit pas obligé de monter, mais qui a un travail profond avec les chevaux. Donc à ce moment-là, j'ai récupéré des chevaux et en même temps, j'avais une école, une pratique, l'enseignement, parce que la personne qui m'a invité, Madame Givaudan, elle était une cavalière amateur. Elle avait de bons chevaux, et donc là aussi, elle était très organisée. Donc là aussi, j'ai forgé une discipline. Hein. En plus, on habitait la Suisse, j'ai habité 10 ans en Suisse, donc je trouve que c'était le service militaire, j'appelle. Donc tout ça, ça a collaboré un petit peu dans ma formation. J'avais 22 ans, je venais de marier, ma femme m'a accompagné, etc. Elle n'était pas du tout dans les chevaux, etc. Tout ça, ça a collaboré pour forger à moi une discipline. J'étais toute seule, il n'y avait personne pour me guider, donc je devais m'orienter, suivre les règlements suisses. Cette dame Givaudan, elle était aussi très organisée dans la préparation de nos chevaux, etc. Et donc on a fait 9 ans, de 61 à 69, en Suisse avec la même cavalerie. C'était des chevaux brésiliens et argentins. Et après, quand je suis venu en France, on a mis tous ces chevaux à la retraite. On n'a jamais vendu un cheval. On a mis tous ces chevaux à la retraite. Et elle a arrêté de monter. Son mari n'avait plus intérêt de continuer à financer pour avoir des chevaux. Moi, je suis venu en France, habiter Chantilly, et j'ai démarré de zéro. À ce moment-là, j'ai commencé à chercher des chevaux français, etc. Et donc, j'ai remonté une écurie, une bonne écurie, parce que j'ai eu des résultats dans ces épreuves. Aix-la-Chapelle, Hambourg, Hickstead, on avait besoin d'avoir de bons chevaux, et c'était des concours, des concours très importants, les championnats d'Europe, etc. Donc tout ça s'est bien passé. Et j'ai eu la chance en 1974 de passer professionnel.
il trouvait Moët Chandon, que j'ai resté plusieurs années avec Moët Chandon. Donc ça, c'était c'était mon support quatrième là-bas, qui était le moyen. Parce que comme ça, j'ai eu le moyen pour entretenir une écurie, parce que j'avais pas de propriétaire, etc. Donc, former des jeunes chevaux, des jeunes chevaux non, des chevaux retraités, et l'appui de Moët Chandon. Et bon, et après les années sont passées, et tout ça, ça m'a accumulé beaucoup d'expérience, et avec ma dédication. Et donc quand Pedro et Daniel parlent de mon caractère, c'était que j'étais un petit peu militaire, un peu soldat. Donc après, maintenant, j'ai ajusté, hein, parce qu'on ne peut plus avoir l'énergie, la exigence qu'on avait dans le passé. Tellement les gens, ils allaient tous fuir. C'est sûr. Donc, bon, c'est entré un tout petit peu de diplomatie, hein, pour assouplir un petit peu ce caractère, parce que j'étais très sévère avec moi-même. Donc, moi, j'ai trouvé que je devais être sévère avec mes élèves, etc. Donc, c'était une situation vraiment impitoyable. Donc, il fallait faire les choses, il fallait réussir les choses, il fallait avoir une dédication maximale. Enfin, un vrai militaire. Ouais. Et bon, et après les années sont passées, et j'ai eu la chance d'avoir énormément de cavaliers. Je dois avoir, je ne sais pas, peut-être 20 ou 25 cavaliers, comme Pedro Venice, comme Daniel Blum, comme Rodrigo Pessoa, comme etc., et d'autres, comme Bernardo Alves, Johan Peter, toute notre équipe. Il y en a abouti pour faire des médailles olympiques. Et moi, je ne montais plus. Donc, on a fait médaille olympique à 2 Jeux, en 96 et 2000. Et 2004, le Rodrigo a fait individuel. Parce qu'on avait vraiment là-bas, on a trouvé le cheval star, et il a pu réussir ça. Et donc, voilà. Et maintenant, on se trouve là maintenant, j'ai 86 ans, et bon, moi j'ai une assez bonne santé. Et, vous avez l'air. Mais vous avez l'air parce que vous avez très bien répondu à cette question, hein, Nico. On a posé une question, vous êtes parti, et puis vous êtes revenu au point de départ, donc voilà, c'est très intéressant. Donc, ça c'était ce qu'ils appellent, moi j'ai vraiment été, c'était une impatience, mais en même temps, c'était un objectif de réussir. Hein? Donc c'était... mais la preuve, c'est que je ne l'ai pas si maltraité, qu'ils sont toujours mes amis. Et ils parlent très bien de vous. Ils parlent très très bien de vous. Ils parlent bien. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas... Mais aussi, je n'ai plus maintenant la même énergie que j'avais à 40, 50 ans, 60 ans. Donc maintenant, je suis obligé d'être plus calme, parce qu'autrement, c'est moi qui vais payer les pots cassés. Mais ils ont tous m'ont fait énormément plaisir, ils me font être vraiment très fier, parce qu'ils ont très bien réussi dans leur carrière. Ils sont de bons organisateurs, ils sont assez bons dans les affaires, et ils savent traiter avec les propriétaires de chevaux, etc. Enfin, sont des cavaliers complets, quoi. Il y a une chose qui ressort dans tout ce que vous venez de nous dire, Neko, c'est l'évolution, le changement. Vous nous avez parlé du pilier qui était les moyens, sur lesquels que vous n'aviez pas forcément au moment où vous avez explosé sportivement, mais qui est devenu totalement indispensable aujourd'hui. Vous avez parlé de Moët Chandon notamment. On aimerait bien revenir avec vous sur cette évolution. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des sports équestres, vous qui avez traversé ces périodes? Comment vous voyez le sport aujourd'hui? Pensez-vous que toutes ces évolutions, elles sont positives? Et comment est-ce que vous aimeriez voir les choses encore évoluer à l'avenir? Bien,
Vaste Dans sujet. l'évolution du sport, bien entendu, donc l'élevage avait une évolution très saine et merveilleuse. Hein? Dans l'organisation de concours, la même chose. On a des concours superbes maintenant, très bien organisés, etc. Donc, il devrait... sur la... Entre-temps, une des choses importantes dans le sport, c'est dans la vie la même chose, c'est l'argent. Donc, on dirait, dans le passé, il y avait peu d'argent. Donc, les gens travaillaient, il y avait un meilleur contact humain entre les sportifs et dans le monde du cheval. Maintenant, comme sur d'autres sports, genre la Formule 1, etc., l'argent est venu et du moment qu'il y a de l'argent, ce n'est plus la même chose. Le sport souffre un peu. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas comment on va avoir une transformation. Et ça, c'est pas dans les chevaux, c'est dans la vie en général. Donc, c'est devenu vraiment compliqué. Hein? Et en plus de ça, maintenant, on a cette Covid qui est venue vraiment gêner, et la politique, tout ça, ça ne donne plus cette bien-être et cette tranquillité qu'on avait. Définitivement, on ne va plus vivre les beaux temps comme dans les années 70, 80. Ça, c'est définitif. Donc, maintenant, chacun dans le sport, dans la vie, ils vont vivre avec le modernisme et avec la situation. Là, on ne peut plus avoir ce qu'on a eu. Donc, mais ça, ni moi, ni personne, on pourrait changer. Donc, on verra comment on va se... Entre-temps, il y a une évolution, sûrement. Il y a un nombre beaucoup plus grand de cavaliers. Ils ont beaucoup plus de moyens. Ils forment de très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Donc, ben ça c'est une autre chose, parce que la nécessité qu'on avait eue dans le temps, ça nous forçait à être vraiment quelqu'un de... Maintenant, mais c'est là qu'ils ne sont pas tellement des hommes de chevaux, mais ils ont de l'argent pour acheter. Donc, mais quand même, ça nous reste de très grands cavaliers. Le plus grand cavalier quand même sont vraiment à la ancienne. Mais les plus grands cavaliers, ils sont quoi, une vingtaine. C'est sûr. Après, il y a les autres 20 000 qui font le sport, hein, et qui composent la vie du sport en réalité. Hein. Alors, s'il y a bien une chose que nous a dite Pedro à votre sujet, c'est celle-ci. Il y a deux choses d'ailleurs qu'il nous a dit à votre sujet. La première, c'est que quand Nelson Pessoa monte notre cheval pendant 20 minutes,
comme jamais on l'aura dans notre vie, le cheval aura changé. En 20 minutes, c'est un autre cheval, c'est un autre animal. Et la deuxième chose qu'il nous a dit, c'est que vous étiez un homme de cheval, mais un vrai. Et il a insisté sur le fait que vous étiez un homme de cheval profondément, que vous étiez... que vous veniez pour comprendre le cheval avant de venir pour essayer de l'exploiter, de l'utiliser, de le faire performer en concours. Oui. Du coup, ce que j'entends là, ça rejoint totalement ce que nous disait Pedro il y a quelques jours. J'étais très intéressé pour vous réduire un petit peu. Après bien sûr, quand j'ai été au Brésil, j'aimais beaucoup, j'avais la même formation de tous les jeunes. Mon père m'achetait des chevaux, j'avais des instructeurs, j'étais toujours intéressé. Mais mon père était un homme très sévère. Très sévère. Donc, il est venu me voir en Europe. Et dans une épreuve absolument pas importante, c'était une qualificative seulement pour vous dire à quel point on était dans une épreuve pas du tout importante. C'était une qualificative pour le derby d'Hambourg. J'ai me trompé de parcours. Entre-temps, ça n'a rien changé parce que j'étais qualifié pour dimanche, parce que j'avais gagné l'année précédente. Pour vous dire le diapason des exigences avec qui j'étais formé. Par coïncidence, le samedi, le lendemain, mon frère se trompe de parcours aussi. Dans une épreuve secondaire. Le dimanche, à 5h, 6h du matin, j'ai passé 2 heures en train de marcher le parcours de derby. Et le parcours de derby, c'était aller-retour, aller-retour, aller-retour. Donc on n'avait pas une possibilité de me tromper. Mais j'ai mis ce parcours tellement dans ma tête que dans l'après-midi, pour la première fois dans les 100 ans de derby d'Hambourg, j'ai fait premier et deuxième. Et mon père, le lendemain, a pris l'avion et est parti au Brésil. Pour lui, c'était définitif, il n'a pas accepté. Et malheureusement, je n'ai plus jamais vu parce qu'un an après, même avant qu'il aille au Brésil, il a décédé parce qu'il a un problème cardiaque. Il a décédé. Donc, c'était comme ça. Donc, et après, ça c'était en 1963. Tout de suite, 2 ans après que j'ai arrivé en Europe. Donc, ces choses-là m'ont marqué beaucoup. M'ont marqué beaucoup. Et donc, je n'acceptais pas des excuses, non, 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 c'était comme ça, comme un soldat, comme un soldat. Et j'ai conduit ma vie un peu comme ça dans les chevaux, je ne dis pas ailleurs parce que ma vie était complètement versée vers les chevaux. Donc, mais le bien-être du cheval, toujours avant le reste. Et entre-temps, à Genève, j'ai connu les gens de cirque, que je m'intéressais beaucoup, que c'était le cirque Kinney. Après, j'ai connu les Anglais. Je suis allé en Angleterre, j'ai fait des chasses à courre, j'ai appris à soigner les chevaux à l'anglaise, comme les anglo-saxons, parce que je m'intéressais. Après, j'ai appris un tout petit peu de la partie des relations pendant les 17 ans que j'ai resté avec Moët Chandon, savoir comment recevoir et donner aux gens l'attention et aux sponsors et la responsabilité vis-à-vis